Cette fois, ça y est, il a tranché. Le gouvernement a dit non au gel massif des loyers. Plusieurs associations le réclamaient pour protéger les locataires d'une augmentation trop importante face à l'inflation. Au lendemain d'une réunion avec les représentants des propriétaires, le gouvernement semble avoir définitivement écarté l'idée sans avoir pour l'instant proposé de mesures alternatives. Faut-il vraiment geler les loyers? Quelles conséquences pour le marché immobilier et quelles autres options sont possibles? C'est le sujet de ce point IMO. C'est parti. Je chausse mes lunettes pour bien vous voir. Bonjour David Rodriguez, vous êtes juriste à l'association CLCV, association dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Vous avez interpellé publiquement le gouvernement pour lui demander de geler l'indice de référence des loyers pour 1 an. Alors pour bien comprendre tous les enjeux de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous craignez que les loyers n'explosent cette année ? Alors, très précisément, on n'a pas demandé à ce qu'on gèle l'indice de référence des loyers, on a demandé à ce qu'on gèle les loyers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils augmentent. Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que l'indice de référence des loyers est un indice qui est basé sur l'évolution du coût de la vie, des prix à la consommation hors loyer et hors tabac. Et de fait, si en période, on va dire, classique de faible inflation, les loyers augmentent peu, fatalement, en période de forte inflation, comme nous le subissons à l'heure actuelle, nous avons des fortes augmentations. Et c'est ce qui est arrivé en avril dernier, avec une augmentation de l'ordre de 2,43 à 2,42%, de 48%, ce qui était du jamais vu depuis janvier 2009, donc avec des taux extrêmement importants. À cela se rajoute pour les locataires, bien évidemment, comme pour tout le monde aussi, une augmentation suite à l'inflation des prix de l'énergie, de l'alimentation. Donc vraiment notre crainte, c'est qu'on paupérise encore davantage les locataires, notamment ceux du secteur social, qui sont plus en difficulté d'un point de vue financier, et qu'on arrive à une explosion des impayés. Alors après, bien sûr, lorsqu'on dit on demande le gel des loyers, c'est une disposition qui à la base ne se veut que temporaire, exceptionnelle. Vous l'avez demandé pour 1 an, voilà. jusqu'à juin prochain. Tout à fait. On le l'a 1er juillet 2022. Tout à fait. 1er juillet jusqu'à fin juin 2023. Pourquoi 1er juillet? Parce qu'on a le nouvel indice qui va être publié, le nouvel IRL va être publié aux alentours du 15 juillet. Et il devrait être aux alentours de entre 3, 4, voire 5% selon les projections que l'on fait. Donc... Alors, on rappelle que pour l'instant, l'IRL est à 2,48% et certains craignent effectivement qu'il n'augmente et qu'il aille jusqu'à 5% d'ici à la fin de l'année. 5%, alors déjà même 3%, ne serait-ce que 3%, ce serait du jamais vu depuis la création de l'IRL. Très clair. Ensuite, 4 ou 5%, là encore, il faut savoir qu'avant l'IRL, on était sous l'indice du coût de la construction. La plus haute valeur, c'était 4,83%. Et c'est là qu'on a décidé de changer d'indice et de passer sur l'indice de référence des loyers. Donc on serait sur des hausses extrêmement importantes, insupportables pour les locataires. Donc du coup, l'idée, c'est de créer un autre dispositif. Mais voilà, qu'est-ce que l'on met en place? Alors, on va y arriver. Mais d'abord, vous avez été reçu par le gouvernement, vous avez pu exposer vos arguments et finalement, il semble avoir tranché. Finalement, il dit non à un gel massif des loyers. Est-ce que pour vous, la messe est dite? Alors, on espère que la messe n'est pas dite. Après, ils ont bien indiqué que rien n'était décidé pour le moment. Et puis, on devrait théoriquement être reçu à nouveau par les différents ministères pour voir quelles propositions peuvent être faites. En tout cas, il dit que non. Il a dit non à un gel. Bruno Le Maire a dit non à un gel global. Voilà. Et on nous a également indiqué que ça pourrait être une fausse bonne idée. Mais alors, une fausse bonne idée peut-être, mais est-ce qu'on propose des idées en face? Est-ce qu'il y a des propositions? Et ce qu'on peut voir pour le moment, c'est quoi? C'est retirer l'énergie de l'indice de référence des loyers, de l'indice des prêts à la consommation en quelque sorte, pour créer un nouvel indice. Pourquoi pas? Nous-mêmes, nous l'avons proposé. Le seul souci, c'est qu'on arriverait quand même, selon certaines estimations, en juillet prochain, à 3,2%. Donc, il y a encore un taux beaucoup trop important. Insuffisante. Alors, avant qu'on aille sur les alternatives qui sont possibles, juste on revient sur les arguments des propriétaires. Je le disais, le 1er juin dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et la ministre de la Transition écologique ont reçu les représentants des propriétaires immobiliers et des professionnels de l'immobilier, donc la FNAIM, l'UNPI, l'UNIS, et ils ont exposé leurs arguments, notamment celui de l'augmentation des coûts pour les propriétaires. Eux, ils sont non seulement confrontés à l'inflation, comme les locataires, mais aussi ils font face à une augmentation du coût de leurs investissements, comme les charges de propriété, de copropriété, et une explosion des taxes foncières un peu partout sur le territoire. Est-ce que vous ne pensez pas justement que leur investissement doit leur permettre de pouvoir encaisser cette hausse, en tout cas celles qui sont liées au logement? Alors, ils sont confrontés à une augmentation des coûts, mais comme tout le monde, et y compris comme les non-bailleurs, comme un propriétaire classique. Alors déjà, permettre une augmentation supplémentaire pour compenser cette inflation à un propriétaire bailleur et ne pas le permettre pour un propriétaire classique au motif qu'il ne fait qu'occuper son logement, on crée déjà une différence de traitement entre les citoyens. Ensuite, il ne faut pas oublier que sur les charges de copropriété, il y en a 80% qui sont absorbés par les locataires.
Voilà, lorsqu'on le loue. Donc tout ce qui est augmentation effectivement du prix de l'énergie, du chauffage, ce genre de choses, c'est payé par le locataire au titre de ses charges récupérables. Donc là encore, il y a une grande partie qui est prise en compte. On parle de l'augmentation du coût des matériaux pour la réalisation des travaux. Enquête Clameur, 2018-2019, 13,3% des bailleurs réalisent des travaux en cas de changement de locataire. 13,3. L'observatoire Clameur, c'est la FNAIM, l'UNIS, l'UNPI, donc les représentants de bailleurs. Mais là, cette étude est dans un contexte classique. Or, avec la loi climat et résilience, il y a quand même une pression qui est mise sur les propriétaires pour accélérer la transition énergétique de leur logement. J'entends, c'est dans un contexte classique. Mais déjà, les travaux d'entretien, ils ne les font pas. Donc, dire qu'on ne peut pas entretenir le logement en cours de bail si on n'augmente pas les loyers en fonction de l'inflation, à la base, déjà, en temps normal, ils ne le font pas. C'est ces travaux d'entretien. Et pour les travaux de rénovation énergétique, ils n'ont pas le choix. Alors, les travaux de rénovation énergétique, différentes choses. Déjà, ça fait 15 ans qu'on pousse les bailleurs, les copropriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie. La loi transition énergétique, elle date, je crois, de 2005-2007. Déjà, à cette période-là, donc voilà, ça fait déjà plus de 5 ans, on sait qu'à moyen terme, il y a un risque, on se retrouve avec une échéance et un seuil de performance énergétique qui va fixer un critère de décence. Il y a déjà eu des alertes sur le sujet. Les travaux n'ont jamais été réalisés. On a mis en place, en 2015, un fonds de travaux, dans le cadre de la loi Allure, pour précisément réaliser, provisionner, faire une trésorerie pour réaliser des travaux importants d'économie d'énergie. Ils sont peu utilisés par les copropriétaires et au lieu de les utiliser pour des travaux effectivement d'économie d'énergie, on les utilise pour des petits travaux d'entretien. Donc, il y a effectivement une responsabilité des bailleurs quant à leur gestion du patrimoine, et une responsabilité des professionnels et des syndics qui n'ont pas pu ou pas su, dans certains cas, inciter davantage les copropriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie. Et maintenant, effectivement, on a cette obligation, sous peine de logement qui serait indécent, donc de ne plus pouvoir être loué, de réaliser des travaux d'économie d'énergie. On va passer aux solutions, puisque vous avez envie justement de les évoquer. Justement, on va accueillir notre second invité pour en parler. Il est économiste, spécialiste des questions de logement et enseignant à Sciences Po. Il va nous aider à prendre un peu de hauteur par rapport aux arguments des locataires et de ceux des propriétaires, et va nous montrer que d'autres voies sont possibles, qu'il n'y a pas que la solution du gel de loyer. On accueille tout de suite Pierre Madec. Bonjour Pierre Madec, merci d'être avec nous. Vous avez suivi notre échange avec David Rodriguez. Le gel des loyers, on a vu, le gouvernement a dit non. Est-ce que pour vous, c'était une fausse bonne idée? Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Peut-être rappeler les enjeux déjà sur le parc privé. Si on se base sur en effet un indice de référence des loyers qui devrait être aux alentours de 5% en fin d'année, ça fait un peu moins de 3 milliards d'augmentation de loyers dans le parc privé et à peu près 1 milliard dans le parc social. Donc la question, c'est de savoir en effet qui va payer. Si on a une vision purement redistributive, c'est-à-dire en gros on dit c'est aux riches de payer et pas aux pauvres, on gèle, on dit aux propriétaires de s'asseoir sur leur revalorisation de loyer et du coup on transfère la charge vers les propriétaires qui sont de fait plus aisés en termes de niveau de vie, qui ont aussi sûrement une capacité à absorber le choc qui est un peu meilleure, parce que c'est des ménages, on connaît un peu leurs caractéristiques maintenant, c'est des ménages qui ont potentiellement accumulé pas mal d'épargne aussi pendant la crise sanitaire. Voilà, donc d'un point de vue redistributif, c'est assez clair. Quand on regarde en moyenne, si on augmente les loyers de 5%, ça fait une augmentation de loyer en moyenne sur l'année de un peu moins de 400 € pour les locataires. Si on les gèle, ça fait une perte d'à peu près 600 € pour les propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires qui possèdent plusieurs logements. Donc finalement, d'un point de vue redistributif, c'est plutôt clair. Après, il y a d'autres arguments, c'est-à-dire que on peut dire qu'en effet, geler les loyers, c'est quand même envoyer un message aux bailleurs, personnes physiques, aux investisseurs, qui est quand même assez négatif dans un contexte où depuis 5 ans maintenant, on leur envoie un message qui est de dire il faut arrêter d'investir dans l'immobilier, il faut investir sur les marchés financiers. On a mis en place le prélèvement forfaitaire unique qui ne touche pas les loyers, donc les revenus fonciers. On a mis fin à l'ISF pour le transformer en impôt sur la fortune immobilière, etc. etc. Donc le gel des loyers, ça pourrait être la goutte de trop, c'est ça? Ça pourrait être la goutte de trop qui effraie définitivement les propriétaires bailleurs? Je ne sais pas si ce serait forcément la goutte de trop, parce qu'une fois de plus, les bailleurs, le gros des bailleurs sont là depuis très longtemps, ils ont des taux de rendement qui sont satisfaisants. Il y a beaucoup de signaux ces dernières années qui sont relativement négatifs pour les bailleurs. L'encadrement des loyers a été perçu comme un signal négatif. Alors évidemment, c'est une protection importante pour les locataires, mais ça a été vu comme un signal négatif. Si là, on en vient à changer le mode d'indexation des loyers, il peut y avoir un peu des effets de second tour qu'on maîtrise relativement mal.
moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas binaire. C'est-à-dire c'est pas soit on indexe normalement, soit on gèle. Il y a d'autres, en effet, solutions au milieu. Eh ben, Changer le mode de on y calcul. vient tout de suite, on y arrive tout de suite. Ouais. Mais juste déjà, David Rodriguez, est-ce que vous comprenez peut-être les effets un peu pervers qu'un gel des loyers pourrait avoir sur l'investissement immobilier? Le gel des loyers, il faut le voir dans quel contexte. C'est-à-dire que nous, on le demandait à titre exceptionnel, mais il faut faire quelque chose en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un nouvel indice, ou du moins de nouvelles mesures. Ça, si au bout de 6 mois, on arrive à trouver un indice satisfaisant, dans ce cas-là, on pourrait s'interroger sur la question de la pérennisation du gel jusqu'au mois de juin, par exemple. Mais voilà, c'est un package. Il y a une mesure urgente à prendre en fonction de l'inflation. On regarde l'inflation, effectivement, on était à presque 200 €, un petit peu moins de 200 € pour les locataires par an sur un loyer de 600 € à peu près. Donc, on gèle les augmentations de loyer. On revient à Pierre Madec. Pierre Madec, quelles alternatives a le gouvernement? On a bien compris qu'ils ne veulent pas geler les loyers. Vous commenciez à nous dire qu'il faut peut-être avoir une granularité un peu plus fine, ou en tout cas aller vers d'autres pistes. Alors, moi déjà, je comprends l'argument de dire on est en période d'inflation exceptionnelle et du coup, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Rappelons juste que il y a eu une explosion, par exemple, du coût de l'énergie. L'État a pris sa part. C'est-à-dire, on n'a pas dit aux compagnies pétrolières ou à je ne sais qui, c'est à vous d'encaisser le choc. Donc, typiquement, sur la question des loyers, l'État pourrait aussi prendre sa part. On parle de chèque alimentaire, on parle de chèque énergie, on parle de chèque inflation. On pourrait très bien imaginer un chèque logement versé aux locataires les plus modestes, ou alors encore mieux, on pourrait mobiliser les APL. C'est-à-dire que si on regarde, si on veut juste compenser par exemple pour les allocataires APL, ça coûte à peu près 1,8 milliard d'euros. Pourquoi ne faisons pas, on pourrait très bien faire ça. C'est-à-dire qu'en gelant les loyers, on peut aussi geler les loyers pour des locataires qui sont des locataires plutôt aisés, qui auraient les moyens de payer des augmentations de loyer et qui ont potentiellement, on ne sait pas, hein, c'est possible, des propriétaires qui, eux, sont plus modestes qu'eux. Ça peut arriver. Et donc, là, d'un point de vue redistributif, ce n'est pas forcément très, très opérant. Le mécanisme qui viserait à compenser ne serait-ce que les allocataires des APL pourrait être, à mon avis, un bon mécanisme. Oui. On pourrait aussi imaginer de couper la poire en deux. En effet, il y a des propositions qui sont de dire on ne va pas revaloriser de 5, on va revaloriser, j'en sais rien, moi, de la moitié de l'IRL. On peut aussi imaginer encore des solutions encore plus intermédiaires, c'est-à-dire que non seulement les locataires prennent un peu à leur charge, on revalorise un peu, les propriétaires prennent un peu à leur charge, on sous-revalorise par rapport à l'IRL, et puis l'État compense pour les locataires les plus modestes. Il marque un point intéressant, David Rodriguez. Est-ce que finalement, il n'y a pas des locataires qui pourraient encaisser une hausse des loyers? Oui, au même titre qu'il y a des bailleurs qui peuvent encaisser une absence de revalorisation des loyers. Je veux dire, après, c'est jusqu'où est-ce que l'on va dans la finesse, dans la granulométrie. Est-ce qu'on prend en compte les ressources, les revenus du locataire? Est-ce qu'on prend en compte les ressources et revenus du bailleur? Est-ce qu'on prend en compte son statut ou pas? Parce que, ne serait-ce que pour le bailleur, il ne faut pas aller dans les caricatures, mais dans les deux sens. Autant il faut sortir du bailleur bourgeois de Balzac, mais le bailleur aussi qui n'a qu'un seul logement pour compléter sa retraite. Il y a beaucoup de petits retraités. Ouais, mais ils ne sont pas majoritaires non plus. Ceux qui ont vraiment besoin à tout prix de leur loyer pour compléter leur retraite, je ne suis pas certain qu'ils soient majoritaires sur les bailleurs. Donc, est-ce qu'on parle du bailleur en investissement Pinel, par exemple, qui a bénéficié de fonds publics pour acheter un bien, qui est dégrève de ses impôts, qui souvent dans la pratique se désintéresse de l'allocation, ne va jamais aux assemblées générales et vote contre tous les travaux. Est-ce que lui, on va considérer que finalement il peut supporter ou non, ou comme on a déjà mis à la poche de l'argent public, donc l'argent du contribuable, pour qu'il acquiert son bien, est-ce qu'on va se dire, bon finalement, peut-être qu'il peut la supporter, ce défaut de revalorisation? Alors, parmi les idées proposées au gouvernement par les professionnels, il y avait notamment celle de la FNAIM qui est de geler l'IRL sur un an. On rejoint un petit peu ce qu'on se disait, en tout cas de garder le taux de l'IRL sur un an, mais sur la base de celui qui sera publié en juillet. Pierre Madec, après vous, David Rodriguez, est-ce que pour vous c'est une solution qui peut être efficace? C'est une solution qui revient à dire on n'indexe pas, enfin on indexe les loyers sur 3 et quelques pourcents, ce qui sera la variation de l'IRL début juillet. Donc, en soi, une fois de plus, ça fait partie des solutions intermédiaires auxquelles il faut réfléchir. La vraie question qu'il faut se poser, en réalité, c'est de la part du responsable politique, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut pas dépenser d'argent public supplémentaire et protéger les locataires les plus fragiles? Et dans ce cas, en effet, le gel qui sera payé par du coup les propriétaires bailleurs,
n'y a pas d'autre solution à ça. Si on a envie de mettre un peu d'argent public, comme on l'a fait une fois de plus, hein, sur les prix de l'énergie, sur tout un tas de chèques liés aux revalorisations de prix importantes ces derniers mois, on a continué le quoi qu'il en coûte. Alors pourquoi on ne continuerait pas un petit peu le quoi qu'il en coûte sur la question des loyers, d'autant qu'on a quand même fait des économies substantielles sur la politique du logement ces dernières années, et donc il peut y avoir des marges de manœuvre budgétaires. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent. Je pense que voilà, c'est aux responsables politiques maintenant un peu de trancher sur quel objectif il a envie de poursuivre. Justement, tout à l'heure, David Rodriguez parlait d'une idée de Bercy. Bercy envisagerait d'enlever le coût de l'énergie du calcul de l'IRL, c'est bien ça. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourrait être efficace? Alors, à court terme, ça permettrait tout simplement de réduire l'IRL, parce qu'on a une explosion des coûts de l'énergie. Après, on a aussi une explosion des coûts de l'alimentaire. Donc, est-ce qu'il faut enlever l'alimentaire de l'indice, enfin du calcul de l'IRL? Et dans ce cas, on voit bien que on est en train de réinventer un nouvel indice. On peut sortir tout ce qui est lié, tout ce qui subit une inflation forte aujourd'hui, on l'enlève du calcul de l'IRL. Mais dans ce cas, autant dire, on invente un nouvel indice qui ne va pas s'appeler l'IRL et qui va s'appeler… Justement, c'est la question. C'est la question, finalement, on revient toujours à l'IRL. Sur le fond, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'en effet, les locataires subissent déjà l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire, on subit l'augmentation des coûts de l'énergie. L'augmentation des coûts de l'énergie est prise en compte pour le calcul de la revalorisation de votre loyer. Donc, on voit bien que ça n'a pas forcément de sens. Mais une fois de plus, ça n'a pas de sens non plus avec, par exemple, l'alimentaire ou tout un tas d'autres composants de l'IRL. Donc, vous pensez, vous aussi, qu'il faudra un autre indicateur que l'IRL ? Je pense qu'il faut potentiellement un indicateur, réfléchir à un nouvel indicateur qui serait un indicateur qui donne de la visibilité et de la stabilité à la fois aux locataires en place et aux propriétaires bailleurs. Parce que le propriétaire bailleur, lui, envie, c'est d'avoir une certaine visibilité sur son taux de rendement quand même. Donc l'indexer sur un indice qui est proche de l'inflation, hors loyer certes, mais ça lui donne une visibilité un peu sur son taux de rendement réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Le locataire, par contre, on voit bien qu'en période de très forte inflation, cette réindexation un peu trimestrielle d'un indice qui fluctue beaucoup le met dans une situation d'insécurité qui est assez grande. Si on avait un système d'aide personnelle au logement qui fonctionne correctement, on aurait des APL qui s'ajustent un peu en temps réel. On l'a fait sur les revenus pour être capable de le faire sur l'indexation aussi, mais on a un mécanisme d'appel qui là aujourd'hui ne s'ajuste pas. S'il s'ajustait, ce ne serait pas un problème. C'est-à-dire on dirait les locataires les plus modestes sont protégés par les APL. On assure un taux de rendement réel satisfaisant aux bailleurs et donc il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'est qu'en plus, on a un système d'appel qui est complètement déconnecté des réalités du marché et que ce n'est pas parce que les loyers augmentent de 5% qu'on a un APL qui augmente du même montant. Et donc ça pose un vrai problème. David Rodriguez, on y revient finalement. Est-ce que c'est un problème d'indicateur? Il faut le changer. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure déjà. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on proposait, c'est à savoir on refait l'IRL. Alors, on ne crée pas un nouvel indice, on l'affine un petit peu. La création du nouvel indice, on l'a eu au milieu des années 2000 où on était de l'indice du coût de la construction. On est passé après à l'IRL. Première version, il faut savoir que la première version de l'IRL, c'était un panier de valeurs de l'indice des prix à la consommation, l'indice du coût de la construction, l'indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration. Même cela, c'est avéré que c'était trop important. C'est vrai que l'IRL, l'indice des prix à la consommation, paraît plus logique que l'indice du coût de la construction. On a expliqué aux locataires que son loyer augmentait parce que le béton augmentait en Chine. La corrélation avec l'acte de louer était peut-être un petit peu compliquée. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça a été assez pertinent pendant une quinzaine d'années. Là, ça montre les limites du système en période de forte inflation. Donc c'est pour ça, nous, on demandait, on retire l'énergie, on retire l'alimentation, qui sont des points que le locataire de toute façon les subit effectivement déjà. Donc il y a cet aspect, comme ça a été très bien dit, cet aspect double peine, ou sinon on cape. Nous, on est assez aussi preneurs, on cape à la hausse, à la baisse, comme ça on a une visibilité, sachant qui protège le locataire avec une valeur plafond maximale, et une visibilité également pour le bailleur, qui sait que quelle que soit la situation économique, notamment dans les périodes de très faible inflation, il ne faut pas oublier qu'à 2-3 reprises, l'IRL a été négatif ou égal à 0, on lui assure un minimum de rendement.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Rodriguez, d'avoir été avec nous. Merci, Pierre Madec, à vous également d'avoir été avec nous. Et merci à vous toutes et à vous tous de continuer à nous suivre. N'oubliez pas que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.